Staline, Trotsky, le tsar et le prophète, documentaire écrit par Alain Frère-Jean et réalisé par Marie-Laurence Rincé, où l'histoire, vous venez de le voir, de l'affrontement, du duel mortel que se sont livrés ces deux figures majeures de la révolution bolchevique après la disparition de Lénine. Nous allons y revenir en compagnie de nos invités présents maintenant sur ce plateau de Débat Doc. Sophie Curé, tout d'abord, bienvenue. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Union soviétique et professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Cité et auteur de Georges Marchais ou la fin des Français rouges, un ouvrage publié aux éditions Payot. Et puis également avec nous Stéphane Courtois, bienvenue à vous. On vient de vous voir dans ce documentaire avec quelques années de moins. Vous êtes historien, spécialiste du communisme. Votre dernier ouvrage s'intitule Le livre noir de Vladimir Poutine, coécrit avec Galia Ackerman et publié chez Perrin Robert Laffont. Alors, dans ce film, évidemment, nous avons le droit à certaines images bien connues pour qualifier à la fois d'un côté Staline et de l'autre Trotsky. Alors, évidemment, c'est le fils du cordonnier géorgien contre l'intellectuel juif. C'est encore le cynique contre l'idéaliste. Il nous faut parler des hommes, peut-être pour bien comprendre ce qu'a été ce duel, ce combat à distance et ce duel mortel que se sont livrés les deux hommes. Est-ce qu'on peut sortir un peu des chemins battus concernant la qualification de ces deux hommes ? Parce que la politique, c'est souvent une histoire d'hommes avant tout. Oui, tout à fait. C'est une histoire d'hommes qui se connaissent bien, c'est bien montré dans le film. Alors, ce qu'on peut peut-être ajouter par rapport à ce qui est dit dans le documentaire, c'est peut-être d'un côté que ce sont, on le voit avec nos yeux contemporains, oui. Ce sont deux hommes qui ne sont pas des Russes. Il y a le juif ukrainien et puis le géorgien orthodoxe, donc ce qu'on appelle à l'époque les allogènes, on peut dire comme Napoléon le Corse finalement, ou Hitler l'Autrichien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont arriver au cœur du pouvoir russe, mais que seul, bien sûr, on le sait, Staline s'approprie finalement l'image de l'Empire russe jusqu'à le défendre complètement, cette russité de l'Empire. Donc c'est une évolution intéressante chez Staline. Et peut-être une deuxième chose qu'on sait maintenant, notamment avec l'ouverture de nouvelles archives, c'est que l'image de Staline, mauvais élève, médiocre, voire carrément idiot, est en réalité plutôt fausse. Et qu'elle a été aussi construite par Trotsky dans ses mémoires, qui le traite de médiocre abondamment. On a notamment la bibliothèque de Staline et on voit qu'il lit beaucoup, qu'il annote beaucoup et qu'il intervient notamment dans le débat historique pour construire tout le récit du passé de la Grande Russie, de l'Union soviétique. Voilà, donc sans être un intellectuel comme Trotsky, c'est certainement un homme beaucoup plus intelligent, y compris dans son intérêt pour l'écrit, que cela n'a été dit. Il y a une différence de classe sociale, d'une part, et puis évidemment, on a toujours le sentiment que Staline souffre d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de Trotsky. Ça semble assez avéré aujourd'hui. C'est en tout cas, c'est aussi quand même une construction. Je crois que c'est plutôt une haine de pouvoir, une opposition aussi de projets que Stéphane Courtois connaît bien. Et puis à la fin, comme c'est bien montré dans le film, c'est aussi carrément une vengeance personnelle, plutôt qu'un sentiment d'infériorité. C'est plutôt une jalousie, une rivalité, qu'un sentiment d'infériorité. Mais comment entrer vraiment dans la psychologie d'hommes aussi verrouillés de tous côtés. Un mot peut-être sur Trotsky, Oui. Le prophète, l'idéaliste, l'intellectuel. Sauf que Trotsky, c'est tout sauf un ange, en réalité, Trotsky, dans cette première période décisive de l'instauration de cette révolution sur le territoire de l'Union soviétique. Oui, il joue incontestablement un rôle tout à fait décisif en 1917. Parce que Lénine est un idéologue d'action, mais il se tient en retrait, il se considère un peu comme le général en chef. Donc quand ça commence à chauffer, il se met un petit peu en retrait, mais Trotsky, lui, va au combat. Il est arrêté, il est en prison, il ressort, etc. Et puis pendant la guerre civile, il joue un rôle décisif. Oui. Il est le patron de l'armée rouge quand même, il est le fondateur et le patron de l'armée rouge, une armée qui à la fin, en 1921, comptera plusieurs millions d'hommes, près de 5 millions d'hommes.
Et dans ce cadre-là, Trotsky, ça n'est pas du tout un ange. C'est un homme qui fait fusiller massivement les ennemis, les amis. Hein, on connaît cette histoire, par exemple, avec les anarchistes de Makhno. Hein, quand l'armée rouge a des difficultés face aux Blancs, face aux contre-révolutionnaires, on est d'accord pour accepter les troupes de Makhno qui connaissent bien le terrain et qui vont régler l'affaire. Et puis, une fois que c'est fait, on les réunit, on les décore et on les fusille. Voilà, comme ça, on est débarrassé. Non, c'est pas du tout un ange, c'est un comme la plupart des hommes de ce moment-là. Hein. Tous les hommes qui ont participé à cette prise de pouvoir du parti bolchevique, ce sont quand même tous de grands assassins. Il faut bien le dire. Alors, ce qu'on ne dit pas dans ce film, c'est aussi lui qui mettra en place les premiers camps de concentration, et Bien ça sûr. dès le début de la mise en place du régime bolchevique, Dès l'été qui deviendront les 1918. goulags. Ah bah c'est Là, on est sur les ancêtres du goulag. Alors, cela dit, il n'est pas tout seul. Hein. Lénine aussi donne des ordres, etc. Il faut prendre des otages. Il faut prendre des otages bourgeois, hein, et on va donc, ou des gens qui présentent un danger, on va les enfermer dans un camp de concentration. Et puis c'est effectivement un embryon, je dirais, hein, qui ensuite se transportera dans les îles Solovki, tout à fait au nord. Et puis ensuite, ça deviendra le goulag. Bon, mais dans un cadre beaucoup plus large et très différent, d'une certaine manière. Je vous propose de revenir sur l'année décisive, elle apparaît comme telle, en tout cas dans ce documentaire. C'est l'année 1924, pour deux raisons. Janvier 1924, c'est la mort de Lénine. Et puis quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, du 23 au 31 mai 1924, se tient le 13e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Et à l'époque, c'était des congrès annuels. Hein. Oui. Alors il en est question dans ce documentaire. Cette année, elle est décisive. D'abord, Trotsky n'assiste pas aux obsèques de Lénine, faute majeure, dit-on dans ce film, parce qu'il est dans le Caucase, ça a l'air compliqué, où Staline a voulu l'écarter immédiatement à travers cet épisode des obsèques. Oui, ce qu'on sait maintenant, c'est que Staline, volontairement, n'a pas informé Trotsky, ou plutôt lui a dit que ce n'était pas la peine de venir, que ce n'était pas important, etc. Trotsky était malade, hein, c'est aussi ce qui les oppose, hein, finalement. L'un est quand même souvent malade, l'autre, tout en étant plus petit et de moindre prestance, a une fort bonne santé. Faute majeure du côté de Trotsky à l'époque. Comment n'a-t-il pas pu avoir le sens politique d'assister à ces... A posteriori, effectivement, c'est une faute majeure parce qu'il ne se rend pas compte que Staline va mettre en avant son rôle auprès de la veuve de Lénine et parmi l'élite des bolcheviks, tout en manœuvrant pour ce fameux congrès. Donc il y a plusieurs choses. Il y a l'image qui va bientôt être construite du fidèle successeur de Lénine. Et puis, il y a les manœuvres de parti et pour lesquelles, effectivement, il faut bien sûr être sur place. Et puis il décidera de momifier Lénine et puis ensuite de créer évidemment ce lieu où chacun peut aller, encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, aller voir la dépouille mortelle de Lénine. Ce fameux 13e congrès, je voudrais que vous nous précisiez un peu les choses par rapport à la chronologie du film. Il y a ce fameux testament de Lénine qu'il écrit donc peu de temps avant sa mort, et on nous dit que ce testament est assez central dans ce congrès, et c'est là que sera mis en minorité Trotsky. Je voudrais que vous décriviez un peu les choses. Peut-être là. Non, mais je crois. Bon, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que tant que Lénine est là, jusqu'à la fin de 1922, c'est-à-dire le moment où vraiment il commence à avoir ses attaques cérébrales à répétition, c'est l'homme incontestable. C'est lui qui commande tout. Personne n'ose venir dire camarade Lénine, ça va pas, etc. Il est le patron absolu. Bon, à partir du moment où il est malade et où il y a une seule personne qui a accès à lui, c'est Staline. Staline s'est fait désigner comme la personne du comité central qui a accès à Lénine malade. Et donc, évidemment, Staline voit très bien que Lénine, il est foutu, il va crever. Donc, c'est le moment de préparer la suite. Les autres... le camarade Lénine est malade, mais peut-être il va se remettre, etc. Mais il ne va pas du tout se remettre, au contraire. Ça va faire que s'aggraver entre la fin 1922 et puis janvier 1924. Donc Staline, il a tout le temps de préparer des choses, d'autant qu'il a été donc nommé par Lénine secrétaire général du parti. Et ce qui, à l'époque, apparaît comme un poste presque secondaire, administratif.
En réalité, Staline a parfaitement compris qu'avec ce poste, il tenait le parti. Parce que c'est à partir de ce poste de secrétaire général que vont se faire toutes les nominations. Et en plus, nous découvrons à travers les archives que Staline a créé en parallèle son propre secrétariat. Donc il double, à l'insu de ses petits camarades, il double le secrétariat officiel. Et donc c'est comme ça qu'il va pouvoir préparer ce fameux 13e congrès en faisant désigner des délégués qui commencent à être ce qu'on pourrait appeler sa clientèle, ses affidés, son équipe. Il y a déjà une équipe autour de lui. Il y a Molotov, il y a Brochilov de l'Armée Rouge, etc. Donc, et on va arriver... Mais cela dit, la bagarre a commencé avant. La bagarre a commencé dès 1922, officiellement. Bon, j'en reviens à ce testament écrit. Bon, voilà. Vous en parlez d'ailleurs dans ce film. Alors, parce que il porte un jugement sur ses proches. Staline, trop brutal. Kamenev, Simoniev, trop indécis. Boukharine, trop dogmatique. Donc, il y avait Trotsky qui trouvait grâce à ses yeux. Non, pas tout à fait, parce qu'il lui reprochait ses méthodes bureaucratiques de commandement, etc. Mais il faut bien comprendre ce que c'est ce testament. C'est quelques lignes qu'on a appelées par la suite testament, mais c'est quelques lignes qu'il a dictées à une secrétaire, alors qu'il était en état, parce qu'il était vraiment très affaibli à certains moments. Enfin, il dit tout de même que Staline est trop brutal et qu'il conviendrait oui, parce que de l'écarter de la direction du parti. Parce qu'entre-temps, il y a eu un accrochage violent entre Staline et la femme de Lénine, Krupskaya, et que Staline, considérant que Lénine était déjà hors service, a commencé à traiter la Krupskaya comme... il l'envoyait balader. Et Krupskaya, c'est une vieille révolutionnaire traditionnelle, elle ne tolère pas ce ton de voyou que va utiliser. Et elle va le faire savoir à Lénine. Bon, et donc ça le met hors de lui. Donc voilà, c'est là que ça se noue. C'est là que ça se noue. Le moment décisif, c'est le 13e congrès. Trotsky est mis en minorité. C'est comme ça que les choses se passent. Et là, il perd la partie. C'est comme ça que les choses se passent factuellement, mais en réalité, effectivement, la dynamique est déjà bien enclenchée. Oui, ce que nous a évidemment rappelé Stéphane Courtin. Et puis il va se poursuivre, parce que Trotsky ne comprend pas tout de suite qu'il a en réalité perdu le parti. C'est-à-dire que, certes, il y a cet affrontement des hommes, et cet affrontement en réalité de légitimité par rapport au chef incontesté Lénine, mais il y a aussi un affrontement de projets qui va se préciser petit à petit, puisque c'est vrai qu'ils sont au départ sur le même projet, bolchevique, clivant, jusqu'à utiliser la terreur et pour émanciper d'abord une classe ouvrière dont ils se revendiquent. Donc cet affrontement des hommes, c'est aussi un affrontement et d'abord pour le contrôle du parti. Et ce fameux congrès montre que Trotsky a perdu la partie, alors qu'il pensait pouvoir reprendre le contrôle sur le parti, grâce aussi à ses soutiens dans l'Armée Rouge, etc. Donc c'est vrai que c'est ce qu'il faut comprendre pour bien comprendre le contexte historique de l'époque, c'est-à-dire qu'on construit un État-parti et que c'est le parti qui gouverne en réalité. Donc il est de toute importance de contrôler le parti communiste bolchevique, et c'est là effectivement au Congrès la défaite de Trotsky, une défaite qui sera évidemment définitive. Alors, pardonnez-moi, mais ce qu'on comprend dans ce documentaire, à l'occasion de ce 13e congrès, c'est qu'il se tire une balle dans le pied avec cette phrase. Aucun de nous ne veut ou ne peut discuter la volonté du parti, car le parti a toujours raison. On ne peut avoir raison qu'avec et par le parti. Il se tire une balle dans le pied en disant ça. Parce que... En tout cas, c'est ce qui est dit. Absolument, parce qu'en réalité, il espère malgré tout reprendre le contrôle sur le parti. Il n'a pas encore compris qu'il avait perdu, et donc il en appelle à ce qu'on appelle la discipline bolchevique, donc un parti d'élite discipliné qui contrôle l'URSS et qui bientôt contrôlera peut-être le monde socialiste. Donc une fois qu'il l'aura compris, sa seule solution, et qu'il aura été vaincu puis exilé, sa seule solution sera en fait de refonder un contre-parti ou une contre-internationale communiste pour essayer d'être lui aussi légitime à la tête de ses troupes. Mais c'est vrai qu'il a perdu vous l'avez dit, le parti, c'était Staline. Absolument. C'était Staline.
cette balle dans le pied qu'il se serait tirée? Je crois que c'est assez compliqué parce qu'il y a effectivement un enjeu stratégique très important depuis 1923 et l'échec d'une tentative de prise de pouvoir communiste en Allemagne qui a affronté, les deux hommes se sont complètement affrontés parce que Trotsky était à fond pour cette tentative en Allemagne. Et alors, avant qu'elle ait lieu, lors de réunions, Staline a dit « Mais ça ne va pas marcher. Vous ne croyez tout de même pas que le prolétariat allemand va se révolter comme ça, etc. C'est ridicule. » Et d'ailleurs, et c'est à ce moment-là qu'il dit ce qu'il faut, c'est commencer par construire le socialisme dans un seul pays. Ça, c'est la ligne de fracture. Voilà, entre les deux c'est hommes. la ligne de fracture. Internationalisme, révolution mondiale, etc., etc. Et le socialisme dans un seul pays. Et puis, voilà, quelque chose de Staline. très pragmatique. On va concentrer notre pouvoir en Russie, et puis ensuite, il va dérouler de manière très logique, avec le plan quinquennal, etc. On va construire une grande armée moderne mécanisée, et on va se défendre, et puis si on est assez fort, on va aller plus loin, on va s'emparer de... toujours dans une perspective internationale, attention. Je ne dis pas que Staline n'est pas internationaliste, il est à mon avis purement internationaliste, mais pragmatique. Pour l'instant, on n'est pas assez fort pour s'emparer de la Chine, de ceci, de cela. C'est cette ligne-là qui l'a emporté à l'occasion de ce congrès. C'est cette ligne-là qui commence à l'emporter, et avec effectivement, ça a été dit, la récupération par Staline, ensuite, d'une histoire russe, entre guillemets, une espèce de russisation, et avec le triomphe de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et avec les conséquences aujourd'hui, parce que M. Vladimir Poutine est l'héritier de tout ça. La NEP, la nouvelle politique économique qu'avait lancée Lénine, est-ce que c'était un sujet central qui a pu diviser les hommes, la continuation ou pas de cette politique, cette ouverture, tant soit peu libérale, cette pause, la manière dont ont été présentées les choses concernant la NEP, ça a été un sujet central à l'occasion de ce congrès, un sujet central entre les deux hommes ou pas? L'économie est évidemment un sujet central dans la mesure où la Russie est ruinée, à reconstruire, et en plus qu'on doit mettre en place ce projet communiste, ce projet socialiste. Donc la NEP, cette nouvelle politique, c'est une espèce de pause finalement après les ravages de la guerre civile, de la famine qu'a connue la Russie. Donc on débat. Alors, il y a des débats de haut niveau, des débats économiques, et les choix, en réalité, ne sont pas déterminés. Donc, c'est plutôt la conséquence de la victoire de Staline qui s'exprimera dans les choix économiques qu'il va faire et qui, effectivement, sera complètement dirigé vers la consolidation de la puissance soviétique, d'abord à l'intérieur, et puis ensuite Premier plan quinquennal, collectivisation à la toute fin des années 20. Oui, alors justement, parce que là, on parlait de 24, le plan quinquennal, c'est 28. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en réalité, en 24, Trotsky est sur une ligne très dure concernant l'économie. Bon, pour un peu, il faudrait faire des armées industrielles, etc., avec les ouvriers, tout ça. Alors que Staline, finalement, avec Boukharine, va plutôt être dans le sens de la NEP, c'est-à-dire, parce qu'à l'époque, Boukharine dit enrichissez-vous. C'est quand même stupéfiant. C'est un peu l'aile droite du parti. C'est l'aile droite du parti, mais tout l'enjeu, c'est économie de marché ou pas économie de marché. Jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré? Et évidemment, en 1928, qu'est-ce qui se passe? Staline ayant déjà écarté Trotsky, il reprend son programme. Il prend le programme de Trotsky, et là, il le fait de manière extrêmement brutale, le plan quinquennal, la collectivisation, c'est-à-dire disparition de la propriété privée dans tout le domaine économique. Alors ensuite, les choses vont très vite concernant Trotsky. Il sera exclu du parti, il sera exilé. Il est exilé à la toute fin des années 20. Il passera d'ailleurs par la France avant d'arriver au Mexique en 1937. C'est ce que nous dit évidemment ce documentaire. Et ce documentaire se pose une question que j'ai envie aussi de vous poser, pour voir si ça vous a convaincu ce qui a été dit dans ce film. C'est finalement pourquoi Staline a tenu à tuer Trotsky alors que, il faisait plus partie du paysage politique sur le plan intérieur, il était exilé très loin. Vous y avez trouvé la bonne réponse dans ce film? Le pacte germano-soviétique, par exemple,
exemple, qui aurait pu encore avoir une influence sur le plan intérieur en Union soviétique à l'époque, en 1940? Vous avez une réponse à cette Alors, question? il y a vous certainement plusieurs réponses, et c'est là aussi effectivement que 1924 est un tournant aussi en termes d'image, puisque c'est à partir de là que Staline, petit à petit, et assez vite en réalité, construit son image comme le chef suprême et l'héritier unique de Lénine, aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Alors autant à l'intérieur, Trotsky n'est plus vraiment un danger, même si en réalité les archives montrent aussi qu'il y a des trotskistes qui vont nourrir les prisons pendant toutes les années 30, donc c'est pas si clair que ça. Mais vers l'extérieur, et c'est là où Trotsky représente malgré tout aussi un danger, une fois en exil, il met en œuvre ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire une contre-propagande, son talent pour l'écriture, pour la plume et pour aussi fédérer des hommes, et donc il apparaît malgré tout comme un leader crédible, ayant un contre-projet de la révolution dans un seul pays, dénonçant sans relâche les crimes de Staline, les crimes personnels de Staline, pas les crimes de classe, mais c'est les crimes de masse, dit-il. Alors, crimes de masse contre les élites du parti, oui. Contre les ennemis du régime, c'est justifié, mais tuer ses propres alliés, évidemment, ça ne l'est pas. À tel point qu'en 1938, il demande à la Société des Nations de créer un tribunal contre le terrorisme politique, ça c'est intéressant aussi, hein, où Staline serait accusé. Donc, Trotsky représente c'est dit dans le film, et je crois que là c'est plutôt juste, un point d'ancrage dans l'opposition à Staline, et même l'unique point d'ancrage dans cette opposition, dans ce contexte effectivement c'est ce qui de 1900. justifierait à vos yeux Voilà. que le NKVD se soit chargé de tuer Alors le projet il est de longue haleine, par la main mais de Ramon Mercader Trotsky. l'année 1940, c'est vrai que ça n'est pas une année comme les autres, hein. C'est l'année aussi qui suit immédiatement le pacte germano-soviétique, donc le contexte là aussi est particulier et explique sans doute l'accélération du projet homicide. Oui, enfin, l'assassinat de Trotsky n'est quand même s'inscrit. Oui. C'est l'aboutissement d'un processus qui commence à partir de l'assassinat du fameux Kirov, qui était le patron du parti à Leningrad, qui est assassiné dans des conditions. Bon, on n'en discutera pas aujourd'hui, on y sera encore demain matin. Mais c'est une occasion pour Staline, l'assassinat de Kirov. Staline a immédiatement compris, c'était d'ailleurs rappelé dans le film, que il fallait purger, il allait en profiter pour se débarrasser d'un certain nombre de ses adversaires, qui étaient pourtant déjà très marginalisés, Zinoviev, Kamenev, tout ça, et Trotsky. Mais bon, il fallait aller jusqu'au bout et mettre la terreur dans le parti. Alors avec les fameux grands procès, qui sont quand même essentiels, alors ça aussi c'est une épine dans le pied de Staline, parce que ces grands procès sont entièrement truqués. Et évidemment, Trotsky se fait un plaisir de dire « mais c'est complètement bidon, on dit que j'étais là tel jour alors que j'étais à l'autre bout du monde, etc. Hein » Et donc, en réalité, la seule forme de résistance qu'avait Staline au tout début des années 40, en 1940, c'était Trotsky, et il était à l'extérieur. C'est peut-être ce qui justifie tout simplement qu'il ait eu envie de l'assassiner. Oui, mais non, c'est... Non. Staline, sur le plan intérieur, Staline est un la homme... purge a été totale. Staline est un homme extrêmement méticuleux, logique, et il va jusqu'au bout. Hein, donc voilà, il faut finir le travail. Alors, le travail de la purge, il y a la gigantesque purge de 1937-38 quand même. Hein, plus de 700 000 personnes assassinées d'une balle dans la tête, 700 000 autres expédiés au goulag. Donc voilà, il faut... Et en plus, Staline se permet de liquider les gens qui ont fait le travail. Comme ça, il n'y a plus de témoins, hein, l'affaire est bouclée, c'est clair et net, hein, mais il reste le petit problème, Trotsky, on va le régler, mais cela dit, on va le régler, on a préparé le règlement depuis déjà 2 ou 3 ans. Hein. C'est un homme extrêmement méticuleux. On approche malheureusement de la fin de cette émission. Que reste-t-il de Staline et de Trotsky aujourd'hui en Russie, sous l'ère poutinienne? Alors, retour en état de grâce pour Staline. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de statues. 95% des statues aujourd'hui qui émergent en Russie sont dues finalement au bon vouloir de Poutine aujourd'hui. Mais concernant Trotsky, on en parle aujourd'hui en Russie. Qu'est-ce qu'on en dit? Figure-t-il seulement dans les livres d'histoire?
Alors c'est vrai que la figure de Staline est complètement actuellement récupérée dans sa dimension de constructeur, comme ça a été dit aussi, de manager de la puissance soviétique puis russe, et aussi bien sûr de vainqueur de la Seconde Guerre mondiale contre le Grande fascisme. guerre patriotique, Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, voilà, absolument. donc en toute logique, l'assimilation que faisait Staline des trotskistes aux hitlériens fait que Trotsky ne peut pas être bien considéré dans la Russie actuelle. Je pense qu'il est publiquement, il est quasiment invisible. Il y a eu quelques séries où son image a été plutôt dévalorisée, avec un relent d'antisémitisme tout à fait visible. Alors, est-ce qu'il y a en souterrain l'intérêt pour sa pensée et pour ses écrits? Peut-être, parce que malgré tout, ce qui reste de Trotsky, c'est l'attraction de de sa vision globale, on dirait maintenant, son projet aussi anticapitaliste, finalement, qui a attiré, qui a continué à attirer après sa mort. Non, parce que le trotskisme, Voilà. Le trotskisme alors, vit regardons toujours. simplement chez nous en France. Tout à fait. Des Ouais. leaders même Ouais. actuels aujourd'hui, on peut évoquer Jean-Luc Mélenchon par Oui, exemple. oui, oui. Lionel Jospin aussi venait du trotskisme. Absolument. Voilà, le trotskisme, lui, a perduré, on peut dire les choses comme ça. Ah bah chez nous, le trotskisme, je ne dirais pas qu'il a perduré, il prospère. Il prospère, il est un peu partout, dans la presse, dans les médias, dans la politique, etc. En particulier, il y a tout, après 1981, et même avant, il y a tout un paquet de trotskistes qui, ayant compris que la révolution n'était pas pour demain, bon, sont rentrés au Parti socialiste. Bon, tout en conservant cette espèce d'horizon politique de trotskiste. Donc ça c'est assez clair. Non, en Russie, d'ailleurs Poutine, il y a déjà de longues années, c'est intéressant de voir que qu'est-ce qu'il garde de la révolution bolchevique. Il a éliminé Lénine et Trotsky. Il considère que Lénine et Trotsky sont les grands destructeurs de la grande Russie, tsariste, etc., éternelle, mais que, effectivement, Staline est le reconstructeur et puis le vainqueur de la guerre. Bon, parce qu'il faut voir ce que Vladimir Poutine fait comme propagande autour de la fameuse Grande Guerre patriotique. Et il se met même en tête des défilés avec le portrait de son père, etc. Bon, donc c'est vrai, c'est au cœur. C'est même au cœur de son attaque contre l'Ukraine, bon, les Ukrainiens qu'il traite d'ukraino-nazis, bon, ce qui est assez drôle puisque M. Zelensky est juif, donc voilà quelque chose d'original. Mais donc voilà, il y a toute une... M. Poutine, en tant que patron presque absolu de la Russie depuis 20 ans, est obligé de reconstruire un récit. Et que faire de deux grands hommes qui ont été, pendant 70 ans, 74 ans, portés au nu. En particulier, Lénine, ça, il était partout. Et puis Trotsky pour une espèce de contrepoids. Donc voilà, c'est assez... Comment ça va se terminer, comment la reconstruction de l'histoire en Russie va se terminer, ça, on viendra pour une autre émission. Vous serez le bienvenu. Bienvenue tous les deux d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à celle-ci, l'émission, pour évoquer ce qui était le duel à mort finalement entre ces deux personnes phares de la révolution bolchevique après évidemment la mort de Lénine. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc. Merci aussi à Félicité Gavalda, Thibaut Brosset-Ekel qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débadoc, ce sera la même place, la même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.